Ok. Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette petite réunion d'informations sur Parcoursup. Je vais vous donner beaucoup d'infos ce soir sur les écoles, sur la procédure d'inscription et sur comment faire votre dossier sur Parcoursup. Donc, on va commencer tout de suite. Juste vous fais un petit rappel sur les concours. Donc, le concours Access, les écrits, ça va être le 9 avril. Le concours Sésame, ça va être le 8 avril. Les écrits vont se passer en ligne. OK? Ça va se faire deux chez vous. Au concours Access, vous avez trois écoles, IESEG, l'ESCA, l'ESDES. Et c'est des programmes en 5 ans que vous avez, du coup, au concours Access. Et vous avez trois matières aux épreuves écrites, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématiques. On vous donne aussi des cours d'enjeux contemporains pour Access parce que ça va vous servir pour la partie orale et pour les oraux de l'IESEG et de l'ESCA en particulier. Hop là. Du coup, pour le concours Sésame, vous avez 14 écoles avec 17 programmes. Et les programmes, c'est soit des programmes en 4 ans, des BBA, soit des programmes en 5 ans. Donc pour les BBA, on a les plus gros BBA qui sont l'ESSEC, le M-Lyon, Schema et Neoma. Et sinon, au programme grande école, ce serait le M Normandie, le programme grande école le plus grand. Vous avez un autre programme en 5 ans, le programme Théma Neoma, qui n'est pas un programme comme les autres parce que c'est un programme spécialisé dans le digital. OK? Donc vous avez 6 épreuves écrites, les langues et analyse documentaire, enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. La LV2, on ne la fait pas avec vous dans la préparation, mais si vous avez besoin de sujets, on peut vous en envoyer. Sinon, ce que je vous recommande, c'est de vous entraîner avec la plateforme Prépa Sésame pour cette partie-là parce que ça peut être suffisant, je pense, pour la LV2. Mais c'est pas si facile que ça, la LV2, il faut quand même s'entraîner un petit peu. Euh, du coup, voici le calendrier des concours voilà, qu'il faut avoir en tête. Parcoursup, ça va réellement ouvrir le 19 janvier. Donc, en fait, là, vous pouvez explorer Parcoursup, mais vous pouvez commencer vos inscriptions à partir du 19 janvier et vous aurez jusqu'au 12 mars. En fait, sur cette période-là, c'est là où vous allez choisir tous vos vœux. Et à partir du 13 mars, vous ne pouvez plus rajouter des nouveaux vœux, mais vous pourrez confirmer vos vœux. Donc ça veut dire que quand vous allez faire un vœu, à chaque fois que vous ferez un vœu, vous devrez rajouter une lettre de motivation avec. Et en fait, si toutes vos lettres de motivation ne sont pas finies avant le 13, avant le 12 mars, c'est pas très grave. Vous avez encore 2 semaines et demie en plus pour terminer tout ça. Mais vous ne pouvez pas rajouter des vœux que vous n'avez pas déjà présélectionnés avant le 12 mars. OK? Donc, en gros, au concours Sésame, ils savent très bien, à partir du 12 mars, quelles vont être toutes les personnes qui sont inscrites. OK? Même si votre dossier n'est pas encore complet, en fait, le 12 mars, on sait très bien qui est préinscrit, enfin, qui est inscrit et qui ne l'est pas. Et donc, du coup, le 14 mars, vous avez une session obligatoire, de préparation obligatoire Sésame. Cette session-là, elle dure entre une demi-heure et 45 minutes. Euh, Ils appellent ça concours blanc souvent, mais en fait, c'est juste un test de la plateforme, ok, pour vous permettre de vérifier que tout fonctionne bien chez vous, vu que c'est des conférences en ligne, enfin, que c'est un concours en ligne, pardon, pour vérifier que tout fonctionne bien, pour vérifier aussi, pour vous aider à ce que vous soyez à l'aise avec leur système, ok? Le but de cette session obligatoire, c'est aussi de prévenir les bugs futurs qui pourraient arriver pendant les épreuves écrites le 8 avril. Et donc, du coup, si vous avez un gros bug, si vous frisez que ça ne marche pas, etc., il faudra contacter le concours Sésame et vous inquiétez pas, vous ne serez pas disqualifié. Par contre, si le 14 mars, vous n'êtes pas disponible, faites très très attention parce que vous pouvez vous voir refuser l'accès aux épreuves écrites le 8 avril. Ça veut dire que si pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas en capacité de faire la session de préparation obligatoire, vous devez prendre contact avec ces âmes le plus tôt possible pour leur expliquer la situation. Ils trouveront une solution, il n'y aura pas de souci, mais par contre, il faut vraiment le faire. OK? Pour Access, vous avez deux sessions de préparation obligatoires. Ils appellent ça des concours blancs, je vous ai dit. Mais là où le concours va durer toute la journée, leur concours blanc, ça va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. OK? Vous allez avoir deux, trois questions de maths, deux, trois textes de synthèse et cinq, six questions d'anglais pour vérifier que tout est OK. Donc ça va très vite. OK? Donc, faut pas se stresser avec ça. Ça compte vraiment pour du beurre. Tout le monde s'en fout. Il faut juste vérifier que tout fonctionne bien. Il faut juste le faire sérieusement pour être à l'aise. Pareil, si vous savez que vous allez être absent, je crois donc il y a une des sessions qui tombe un samedi, voire les deux sessions qui tombent des samedis, je ne sais plus. Bon, je vais vérifier. C'est peut-être Sésame qui tombe le samedi. Euh, ouais, c'est la session de Sésame qui tombe. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Qui tombe un samedi. Il y a des étudiants qui sont de confession hébraïque, qui sont juifs dans la prépa, je sais très bien, et qui font peut-être Shabbat. Vous pouvez vous arranger avec Sésame, ok? Donc,
commencez pas à paniquer, vous pouvez vous arranger avec Sésame, juste faut leur dire. OK? Donc les concours, ça va être le 8 et le 9 avril, et 2 jours avant le concours Access, vous allez avoir ce qu'on appelle la publication des grands admissibles. Certains étudiants, ceux qui ont les meilleurs dossiers, vont être exemptés d'épreuves écrites. L'année dernière, dans la prépa, il y en a eu 4 ou 5. Il y en a eu 5, je crois. OK? Donc, c'est à peu près 5% des étudiants qui sont grands admissibles. C'est des étudiants qui sont à 16-17 de moyenne ou plus. La plupart plutôt dans les 17. On a eu des étudiants à 16 qui ont été grands admissibles. Et on a eu des étudiants à 17 qui ne l'étaient pas. OK? L'école doit être prise en compte, etc. Enfin, en fait, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Mais dans les faits, il y a des petites injustices parfois. OK? Donc ne comptez pas vraiment dessus. Et si ça vous arrive, bah, tant mieux, félicitations, vous allez directement aux épreuves orales. OK? Vous le saurez que 2 jours avant, donc vous relâchez pas avant, ça sert à rien. Euh, Comme je vous l'ai dit, ça concerne assez peu de gens au final, hein. Ça fait 2 ans qu'ils ont mis le système en place. On est sur 5% des gens à peu près. OK? Alors qu'il y a des très bons étudiants dans la prépa. Donc 8-9 avril, vous passez vos épreuves écrites. Et pour Access, vous aurez les résultats le 20 avril et pour Sésame le 23 avril. Les résultats des épreuves écrites, vous les aurez euh, sur vos espaces en ligne Sésame et Access. OK? Donc, vous avez un espace en ligne. Je vous en parlerai juste après de ces espaces en ligne. Et donc, du coup, vous allez voir vos résultats aux épreuves écrites. Vous n'aurez pas vos notes, mais vous saurez dans quelle école vous êtes admissible ou pas. Et ensuite, vous allez devoir choisir euh, les dates de vos oraux de toutes les écoles. Enfin, des écoles qui vous intéressent. Et les épreuves orales commenceront le 25 avril et finiront le 18 mai. La préparation aux oraux, on en reparlera dans une autre conférence qui aura lieu début mars, vers le 10 mars. OK? Donc, ne vous concentrez pas sur les oraux tout de suite. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça vient plus tard. Et donc, les résultats définitifs, vous les recevrez le 2 juin sur Parcoursup. Et là, à ce moment-là, vous aurez aussi toutes vos notes. Et quand vous recevrez vos résultats sur Parcoursup, vous allez avoir plusieurs résultats possibles. Premier résultat possible, vous êtes admis dans une école. Donc, imaginons que vous postulez à César, il y a 14 écoles, vous avez postulé aux 14 écoles. Imaginons que vous avez passé les oraux dans 6 écoles. Vous n'avez pas passé les oraux dans toutes les écoles. Dans 5 écoles sur 6, vous êtes admis. OK? Dans les écoles dans lesquelles vous n'avez pas passé les oraux, vous êtes refusé. Et dans la dernière école dans laquelle vous avez passé les oraux, vous êtes en liste d'attente. Imaginons que cette dernière école, c'est l'école que vous voulez intégrer. Dans ce cas-là, ce que vous pourrez faire, c'est choisir parmi les vœux dans lesquels vous avez été accepté, le vœu que vous préférez. Et au lieu de mettre un oui définitif qui finirait votre procédure de Parcoursup et qui validerait votre inscription, vous mettez un oui, mais. Oui, mais ça va être un oui dans l'attente des résultats des écoles dans lesquelles vous êtes sur liste d'attente. OK? Donc ça vous laisse, quand vous mettez oui, mais à un vœu, toutes les écoles où vous avez été admis, ça libère votre place. Vous ne pouvez plus revenir en arrière dessus. Par contre, les écoles pour lesquelles vous êtes sur liste d'attente, elles sont toujours disponibles. Et quand vous êtes sur liste d'attente pour une école, vous allez avoir plusieurs informations. Votre position dans la liste d'attente, la position du dernier admis de la liste d'attente l'année dernière, et tous les jours, vous allez voir votre position remonter dans la liste d'attente. Donc peut-être qu'au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, bah, vous allez passer de liste d'attente à admis. Et à ce moment-là, vous pourrez changer votre choix et dire, vous lâchez l'école dans laquelle vous avez mis un oui mais et vous mettez un oui définitif dans l'école sur laquelle vous êtes sur liste d'attente. Le oui définitif, il clôt tout, il ferme tout, et ça veut dire que vous avez validé votre choix et c'est terminé pour la suite. C'est-à-dire que ce sera votre école pour l'année suivante. Le fait de mettre un oui mais, ça fait aussi que votre place, elle est sécurisée en attendant. OK? Donc, tant que vous êtes avec votre oui mais, votre place, elle est sécurisée. Alors, plusieurs choses. On va parler d'abord des bonnes pratiques. En fait, la bonne pratique, ça reste quand même de mettre presque toutes les écoles sur Parcoursup, ou toutes les écoles, des concours. Je vais vous expliquer pourquoi. Le concours Sésame, c'est un vœu, le concours Access, c'est un vœu. Et ensuite, chaque campus ou programme de chaque école, c'est un sous-vœu. Donc pour Sésame, vous avez littéralement 40 ou 50 sous-vœux possibles. Sur Parcoursup, vous êtes normalement limité à 10 vœux et 20 sous-vœux. Le concours Sésame, ça vous prend un vœu, mais par contre, tous les sous-vœux que vous mettez en Sésame ne comptent pas. Donc ça compte comme zéro sous-vœu. Donc vous pouvez mettre les 50 écoles, si vous voulez, enfin les 50 parcours,
et campus, ça vous prendra 0 sous. OK? Donc, c'est gratuit de le faire. La deuxième chose, c'est quand vous aurez les résultats des épreuves écrites, le 20 avril pour Access, le 23 avril pour Sésame, vous allez avoir un problème qui se pose tous les ans. Le problème est le suivant. Vous allez tous recevoir en même temps le message comme quoi les résultats sont tombés, vers 17 heures souvent, et vous allez tous essayer de vous connecter en même temps à votre plateforme, donc sur, sur la plateforme Access ou Sésame, pour voir vos résultats. Et ce qui se passe tout le temps, c'est que la plateforme, elle crache parce qu'il y a trop de monde en même temps. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a comme une... Enfin, c'est que vous allez peut-être pas réussir à vous connecter à 17 heures quand vous aurez vos résultats. Vous allez peut-être pas réussir à vous connecter à 18 heures non plus, ni à 19 heures, à 20 heures, mais peut-être à 21 heures ou à 22 heures. Donc vous verrez vos résultats peut-être longtemps après les autres. Et quand vous voyez les résultats longtemps après les autres, imaginons que vous êtes admis dans les écoles qui vous intéressent, et que, imaginons que votre premier choix, par exemple, ce soit le BBA de l'ESSEC et vous êtes admissible. OK? Vous allez vous dire, je vais passer l'entretien pour l'ESSEC. Au moment où vous allez vous connecter à 22 heures, vous allez voir que pour l'ESSEC, la seule date d'entretien qu'on vous propose, c'est le 25 avril ou le 26 avril ou le 27 avril. Toutes les autres dates ont été prises sur le campus de votre choix. Bah, du coup, dans ce cas-là, vous allez commencer vos entretiens peut-être avec l'école que vous préférez, ce qui n'est pas l'idéal. Le fait d'avoir mis des écoles qui vous intéressent moins, ça vous permettra peut-être de dire, je vais passer l'ESSEC le 26 ou le 27 avril, mais par contre, je vais prendre une école qui ne m'intéresse pas et je vais la passer le 25 avril ou le 26 avril. Ça me fera comme un test, ça me permettra de voir comment concrètement ça se passe et comment je réagis en situation de stress, et ça me permettra de faire des ajustements avant l'ESSEC. Et donc, du coup, en fait, le fait de mettre des écoles en plus, même qui ne vous intéressent pas, c'est pas vraiment parce que vous allez passer les oraux de toutes ces écoles-là, c'est juste que ça peut vous donner une cartouche qui vous sera utile au moment des épreuves orales. Donc, n'hésitez pas à faire ce move-là, parce que ça risque d'être vraiment utile pour vous, tout simplement. OK? Autre chose importante à savoir, et ça c'est un peu fâcheux, c'est que quand vous êtes admissible dans une école, vous êtes sûr d'avoir une place aux oraux. Mais par contre, vous n'allez pas choisir le campus nécessairement. Je m'explique. Vous vous connectez à 22 heures. Et en fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est l'ESCA. Et vous allez voir que l'ESCA Aix-en-Provence, qui est juste à côté de chez vous, il n'y a plus de date disponible pour passer les entretiens. Et donc, du coup, vous allez être obligé d'aller, je sais pas, à l'ESCA Lyon ou à l'ESCA Bordeaux. C'est embêtant, mais vous n'aurez pas le choix. Donc, vous serez peut-être amené à vous déplacer pour passer les entretiens, parce que certains entretiens, vous êtes obligé de les passer en présentiel. Si vous êtes dans un lycée hors France métropolitaine, vous pouvez tout faire à distance. Certaines écoles aussi vous permettent de passer les entretiens à distance, mais en général, ce n'est pas le cas. Si vous passez votre entretien à l'ESCA Bordeaux, ça ne vous donne pas moins de chances d'aller à l'ESCA Aix à la fin. Vous allez avoir une note aux oraux, et ensuite vous aurez un classement pour l'ESCA Bordeaux, pour l'ESCA Aix, etc. Et du coup, ça ne changera rien. Donc, le fait de vouloir aller à Aix et de passer son entretien à Bordeaux, ça ne pose aucun souci. OK? Et c'est pareil pour toutes les écoles des concours. J'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et je prendrai le temps de répondre à toutes les questions à la fin de la présentation. OK. Du coup, la procédure d'inscription sur Parcoursup, c'est la suivante. Il y a deux phases importantes. La première phase, ça se passe sur Parcoursup. La deuxième phase, ça se passe sur les sites d'Access et de César. Donc sur Parcoursup, en gros, juste il y a une petite erreur dans la slide, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire sur Parcoursup, écoutez plutôt ce que je dis, ça va vous aider. Sur Parcoursup, ce que vous devez faire, c'est euh, choisir une école, un programme d'une école. Donc, par exemple, ce qui vous intéresse, c'est le BBA de l'EM Lyon. Vous tapez BBA EM Lyon sur Parcoursup. Vous rajoutez le BBA de l'EM Lyon à vos vœux. OK? Le fait de rajouter BBA de l'EM Lyon, ça ne va pas rajouter le vœu BBA EM Lyon, ça va rajouter le vœu Sésame. Parce que c'est une formation du concours Sésame. Et ensuite, dans Sésame, vous allez pouvoir choisir toutes les formations qui vous intéressent. Et il y en aura des tonnes qui sont proposées. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. OK? Pour Accès, ça fonctionne de la même manière. Vous allez mettre PGE, IESEG ou programme grande école IESEG, ça va vous rajouter le vœu Access. Il y a peut-être 3 ans de ça, j'ai un étudiant qui s'appelle Preston, qui était super sympa, que tout le monde adorait, qui était très fort, qui m'appelle le jour du concours Access. Donc à l'époque, Access c'était le 14 avril et Sésame c'était le 15 avril, hein. Il m'appelle le 14 avril, il me fait Johan, j'arrive pas à me connecter au concours Access. Donc il était 9h10 et le concours commençait à 9h. Je fais comment ça?
Je lui fais, t'as reçu les mails avec ta convocation et tout? Il me fait non. Je fais, t'as créé ton espace en ligne sur le site d'ISEG du concours Access? Il me fait non. Je lui fais, envoie-moi tes vœux Parcoursup, ce que tu as fait. Il s'était pas inscrit au programme grande école de l'ISEG, il s'était inscrit au bachelor de l'ISEG. C'est pas du tout pareil. Le bachelor de l'ISEG, il n'est pas dans Access. En fait, il s'était juste pas inscrit au concours Access. Et donc, du coup, il s'était préparé pour rien. Il passait le concours Sésame 2 le lendemain, donc je me suis dit, ressaisis-toi, parce que son premier choix, lui, il voulait rentrer à l'ESSEC. Son premier choix, c'était d'aller à l'ESSEC. Je lui ai dit, ressaisis-toi, parce que c'est demain que tu vas tout jouer, du coup. Heureusement, le concours Sésame s'est très bien passé pour lui. Il a eu la forme, il a eu l'ESSEC, il était à l'ESSEC, il était très content. Mais ce que je veux vous dire, c'est quand vous rajoutez les écoles, il y a des programmes qui sont pas dans les concours, donc il faut faire super méga attention. Ok? Donc, vous devez vraiment avoir le vœu Sésame et le vœu Access qui se rajoutent. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas choisi le bon programme. Donc sur Parcoursup, vous allez créer votre dossier d'inscription. Vous allez choisir tous les programmes qui vous intéressent et tous les campus qui vous intéressent. Donc vous n'êtes pas obligé de choisir, par exemple, je ne sais pas, vous prenez Neoma, vous pouvez vous dire, moi je veux que Neoma Paris, je ne veux pas Reims, par exemple. Ok? C'est vous qui décidez quel campus vous choisissez ou vous ne choisissez pas, et vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. Et vous aurez un classement différent pour tous les campus. En fonction de la demande, il peut y avoir un campus qui est plus demandé qu'un autre. Vous pouvez être pris dans un campus, mais pas dans un autre. C'est aussi sur Parcoursup que vous allez devoir payer les droits d'inscription pour le concours Sésame. Si vous avez déjà payé Prépa Sésame, là, les 100 euros pour accéder à leur plateforme, ça va être déduit de ce que vous devez payer. OK? Sinon, vous payez. Et ensuite, vous allez devoir confirmer vos vœux et vos sous-vœux. Et c'est aussi sur Parcoursup que vous recevrez vos résultats d'admission. Ce que je vous ai dit, le concours Sésame, c'est un vœu, le concours Accès, c'est un vœu. Et du coup, ça comprend zéro sous-vœu, toutes les écoles que vous allez mettre. Une fois que vous aurez payé pour le concours Sésame ou pour le concours Accès, il va falloir vous inscrire en parallèle de Parcoursup sur les sites d'accès de Sésame en créant votre espace personnel. Sur votre espace, vous allez pouvoir intervertir vos choix de langue pour Sésame. Comme je vous ai dit, il y a une LVA, une LVB, et par défaut, la LVA, c'est l'anglais, et la LVB, vous la choisissez. Donc c'est obligé d'avoir l'anglais dans vos langues. Si vos parents sont chinois et que vous parlez couramment chinois, alors qu'en anglais, vous êtes moyen, vous pouvez très bien dire, bah, je prends LVB chinois, et finalement, je switch ma LVB avec ma LVA. Ce qui fait que chinois, ça deviendra votre LVA, et anglais, votre LVB. Vous aurez le même test d'anglais que les autres, le même test de chinois que les autres, mais par contre, ça va switcher les coefficients. Ce qui fait que le chinois va devenir beaucoup plus important que l'anglais, et donc ça va être bien pour vous. OK? Donc ça, c'est la première chose. Vous allez aussi, en vous inscrivant sur MySesam ou sur l'espace du concours Access, recevoir tous les mails des concours, recevoir toutes les informations notamment pour faire vos tests obligatoires, les fameux concours blancs entre guillemets, avec des grandes guillemets, et vous allez pouvoir télécharger des documents comme votre convocation. Vous pouvez aussi consulter les résultats aux écrits à cet endroit-là et prendre rendez-vous pour les épreuves orales. Si vous bénéficiez d'aménagements, donc vous pouvez demander, vous pouvez les déclarer, vous pouvez demander des aménagements et avoir un tiers-temps. OK? Pour ça, il faut le faire pas avant le 14 mars, mais avant le 12 mars, pardon. OK? Il y a une erreur dans la slide, c'est avant le 12 mars. Il faut déclarer vos aménagements sur Parcoursup et il faut les avoir demandés pour le bac, les aménagements. Et ensuite, vous devez aussi prévenir les deux concours. Pour Sésame, il y a un espace sur MySésame où vous allez pouvoir déposer votre dossier pour demander vos aménagements. Pour le concours Access, il va falloir envoyer un mail à Caroline Lalande. Je vais vous mettre dans le chat son mail. Comme ça. Ah, mince, je fais une bêtise. Je vais supprimer sans faire exprès. Bon, bah alors, je vous retrouverai tout à l'heure. Attendez, est-ce que je peux faire retour peut-être? J'ai raté mon copier-coller. Il ne me permet pas de revenir en arrière. Ah ouais, c'est là. Hop. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Tant pis. Hop. Excusez-moi. Ah si, je l'ai. Voilà. Hop. Caroline Lalande. Je vous mets le mail dans le mail dans la discussion. Ça, c'est Tiers-temps Access. Voilà. Vous pouvez noter l'adresse mail, vous pouvez la garder. caroline.lalande@sk.fr. Euh, et donc, vous aurez des aménagements. Et si vous pouvez en avoir, franchement, c'est un avantage que vous aurez sur les autres, hein, parce que le temps, il va très très vite au concours. Et même si vous les utilisez jamais, vos aménagements au lycée, profitez
Même si vous avez une dyslexie légère et que voilà, vous n'avez pas vraiment besoin, profitez-en pour le concours. Ça vous aidera à obtenir de meilleurs résultats. Bah, voilà, c'est un bonus que vous avez une fois dans votre vie. Vous avez toujours lutté avec votre légère dyslexie toute votre vie et vous l'avez surmonté, c'est bien. Mais là, vous avez une occasion pour une fois que ça vous donne un petit avantage. Ok, donc vous pouvez le faire. Et puis il y a des gens qui en ont vraiment besoin, donc voilà, c'est parfait. Et donc les résultats pour donc les résultats des écrits, c'est sur les plateformes des concours. Les résultats finaux, c'est sur Parcoursup. Quand vous allez vous inscrire à Parcoursup, vous allez devoir obligatoirement, enfin pas obligatoirement, pardon, de manière facultative, remplir une rubrique qui va être commune à à toutes les écoles, à tous vos vœux, pardon. Ok, la rubrique, c'est activités et centres d'intérêt. C'est hyper important, en fait, de bien remplir cette page-là. Dans la page activités centres d'intérêt, vous avez quatre rubriques, pardon, mes expériences d'encadrement ou d'animation, mon engagement citoyen, mon expérience personnelle, ouverture au monde. Pour chacune de ces rubriques, vous allez avoir vous pouvez écrire jusqu'à 1500 caractères. Ça vous permet de bien détailler. Donc, c'est important de les remplir et de donner un maximum de détails à cet endroit-là. Ça va vraiment renforcer votre dossier. Dans mes expériences d'encadrement ou d'animation, vous pouvez dire si vous avez passé le BAFA, vous pouvez dire si vous avez déjà accompagné des groupes en colo, animé des colonies de vacances. Vous pouvez dire si vous avez déjà fait de animé enfin, travaillé avec, par exemple, votre club sportif ou encadré des événements avec une association ou ce genre de choses-là. OK? Ensuite, vous avez mon engagement citoyen. Donc, il ne faut pas que ça se répète, hein, tout ça, mais dans mon engagement citoyen, vous pouvez dire si vous avez fait un brevet de premier secours, vous pouvez dire si vous avez fait, si vous faites de l'associatif, vous pouvez dire si vous avez été délégué. En fait, tout peut être intéressant et important en sachant très bien que vous êtes que des terminales et que du coup, bah, vous n'avez pas une expérience de folie, donc c'est normal. Donc, dans mon expérience professionnelle, typiquement, vous pouvez mettre vos petits stages de troisième de seconde, vous pouvez mettre vos babysitting, vous pouvez mettre tous les petits boulots que vous avez fait pour gagner des sous. Si vous avez travaillé sur les marchés, je ne parle pas des marchés financiers, mais des marchés alimentaires. Euh, En fait, n'importe quel petit boulot que vous avez fait, c'est intéressant et ça va donner de la puissance à votre dossier. On sait très bien que même si vous voulez faire de la finance plus tard, vous allez probablement avoir zéro expérience dans la finance et c'est OK. Si vous avez eu comment dire, des petits projets entrepreneuriaux. Vous pouvez aussi en parler à cet endroit-là. Par exemple, je fais de l'achat-revente de sneakers. Par exemple, je sais pas moi, j'ai un compte Vinted sur lequel j'achète et je revends des choses. Je customise des t-shirts, j'en sais rien. Tout ce que vous voulez. OK? Et une dernière partie, ouverture au monde. Là, vous parlez de vos pratiques sportives et culturelles. Vous dites si vous faites de la musique. Et vous dites aussi si vous avez un parcours spécifique, vous faites un bac international ou alors, je ne sais pas, vous avez habité à l'étranger pendant un moment dans votre vie. OK? Et donc, mes conseils pour la partie activité et centre d'intérêt, c'est de remplir, comment dire, soigneusement cette partie-là. En fait, ça va être un plus pour votre dossier et c'est vraiment hyper dommage de ne pas s'en servir. OK? Euh, dans vos lettres de motivation, vous allez mentionner vos expériences, vous allez mentionner les sports que vous faites, etc. Détaillez-les dans la partie activité et centre d'intérêt. Donc, du coup, même si le jury va lire que votre lettre d'animation, par exemple, au début, et ben, s'ils veulent des détails, ils pourront aller dans la partie activité et centre d'intérêt. Il faut aussi mettre en avant sa personnalité, donc montrer ce qui vous rend un petit peu singulier et différent des autres. Donc, n'hésitez pas à en dire un maximum sur vous. Et le but, c'est que ça soit vraiment personnel. Ok? Donc, évitez les phrases trop générales ou les banalités. On est là pour vraiment parler de nous de manière efficace. Je pense aussi qu'il ne faut pas faire des listes. Ça veut dire que quand vous dites ouverture au monde, on ne dit pas basket 2 points 5 ans, danse 2 points 3 ans, salle de sport 2 points 8 ans. Ok? En fait, vous pouvez très bien faire une petite liste en disant basket 2 points, et là, vous détaillez le basket. Danse 2 points, et là, vous détaillez la danse. Muscu 2 points, vous détaillez la muscu. OK? Mais ça, vous avez le droit de le faire, mais ne faites pas juste des listes. Donc prenez le temps de bien rédiger et surtout ne faites pas de faute d'orthographe.
Donc aujourd'hui, on a un outil qui est très utile qui s'appelle ChatGPT. Vous mettez ce que vous avez écrit dans ChatGPT, vous lui dites corrigez-moi toutes mes fautes d'orthographe et une fois que vous avez tout corrigé, vous remettez, vous recopiez-coller, ok? En mettant bien en forme évidemment. On va parler un peu plus tard de ChatGPT à la fin. Il y a des manières de l'utiliser, des manières de ne pas l'utiliser, ok? Donc faites très attention à ce que vous faites avec ChatGPT. Et je vous expliquerai ensuite à la fin comment l'utiliser de manière intelligente sans vous plomber. OK? Et donner des détails. Dans cet endroit-là, dans cette rubrique-là, on a en fait 6000 caractères en tout, c'est long, c'est beaucoup. Donc vous pouvez détailler, vous pouvez donner vraiment pas mal d'informations. Ensuite, il y aura une partie lettre de motivation. Donc pour accéder ces âmes, donc pour chacun de vos vœux, vous aurez une lettre de motivation. La lettre, elle fait 1500 caractères. OK? Elle est commune à toutes les écoles du concours. Donc, vous n'allez pas faire une lettre pour l'IESEG et une lettre pour l'ESCA. Ce sera une lettre pour l'IESEG et l'ESCA. Et l'ESDES aussi, d'ailleurs, qui vous intéressera probablement moins. Pour Cézanne, c'est pareil. Vous faites une lettre pour les 14 écoles. Donc, il n'y a pas 14 lettres. Il y a une seule lettre pour toutes les écoles. La lettre, elle fait 1500 caractères. C'est super court, en 1500 caractères. Et c'est dans cette lettre-là que vous devez expliquer quel est votre projet professionnel et ce que l'école peut vous apporter et ce que vous allez pouvoir apporter à l'école. OK? Donc, je vais vous donner des exemples de lettres de motivation que je vous enverrai demain. Et je vais vous donner aussi des exemples de bonnes pratiques. Et je vais vous donner, pardon, des bonnes pratiques, comme ça vous avez une idée de plan à utiliser. Donc, la première chose, c'est que vous pouvez vous présenter en une phrase. Par exemple, bonjour, je m'appelle Johan, je suis en terminale au lycée machin. Et avec l'aspect SES et mathématiques, je souhaiterais faire une école de commerce du concours Sésame pour travailler plus tard dans le milieu de la finance. Phrase d'introduction. OK? Une fois que vous avez fait votre phrase d'introduction, c'est bien de détailler votre projet professionnel. Pourquoi vous souhaitez faire de la finance et expliquer ce que l'école du commerce va vous apporter. Donc, vous pouvez dire, depuis petit, je m'intéresse au marché financier, j'en sais rien, vous racontez votre vie. Et ensuite, vous expliquez, donc vous donnez, il faut toujours donner des exemples concrets, hein. Donc, vous donnez des exemples concrets sur vous et vous expliquez, du coup, ce que l'école va vous apporter. Vous pouvez parler, par exemple, des différentes matières qu'on étudie en école de commerce. Euh, Ensuite, prenez le temps d'expliquer ce que les écoles vont vous apporter et mettez ça en relation avec les expériences que vous avez déjà. Par exemple, je recherche une école internationale parce que moi-même, j'ai déjà habité dans tel pays ou j'ai déjà fait des voyages. J'aimerais plus tard travailler à l'étranger dans tel secteur et j'ai vu voilà. Donc là, vous pouvez vraiment détailler et rentrer un peu dans les spécificités des programmes. Les spécificités, ça va être le fait qu'il y ait beaucoup de stages, le fait de pouvoir faire des alternances pour ceux qui le souhaitent, le fait d'avoir une partie des études qui se passe qui peut se passer à l'étranger, le fait que ce soit hyper professionnalisant, le fait que vous allez avoir une vie associative qui est très développée, etc. Vous pouvez aussi en profiter pour parler du fait que vous avez été rencontrer les écoles expliquer votre choix en fait, en expliquant que vous avez fait les journées portes ouvertes, que vous avez déjà été sur des salons, etc. Et ensuite, ce sera le moment de montrer ce qui vous différencie des autres candidats. Donc, vous pouvez mentionner vos projets pro, dire par exemple que, en fait, à chaque fois que vous parlez d'une qualité, il faudra toujours donner un exemple derrière. Donc, ça ne sert à rien de dire par exemple, j'ai l'esprit d'équipe, vous dites, j'ai l'esprit d'équipe, et vous montrez comment ça se manifeste, par exemple dans le sport. OK? Et donc, à chaque fois que vous parlez d'une de vos qualités, il faut donner un exemple derrière, sinon ça n'a pas vraiment de valeur. OK? Et à la fin, vous faites une petite phrase de conclusion. Donc, n'hésitez pas, avant la phrase de conclusion, de parler, par exemple, de ce que vous allez apporter à l'école. Ça peut être aussi comment vous souhaitez vous engager dans cette initiative. OK? Ça peut être aussi, des différents, de l'équipe de basket ou de foot de l'école. Des écoles. Des- OK? N'hésitez pas à rentrer dans le détail concret, vous donner des exemples de lettres de motivation et je vais vous expliquer ce qui est bien et ce qui est moins bien. Donc, premier exemple, je vais vous en donner trois des exemples, ok? Donc, pas besoin d'en faire 50, mais je vous enverrai aussi les exemples. Madame, monsieur, attiré par le développement durable en parallèle du lycée X, donc je les ai anonymisés, hein. Je suis une formation à l'école du climat qui complète parfaitement mes spécialités SES, anglais, option droit et enjeux du monde contemporain. Ok, déjà, ce qui est vraiment intéressant dans cette phrase-là, c'est qu'on voit tout de suite ce qu'il veut faire. Il est intéressé par le développement durable et en fait, il montre que c'est un vrai intérêt parce qu'il suit une formation à l'école du climat. Ok? Et quand on regarde ces spé, en plus, c'est assez cohérent avec ce qu'il dit au lycée. Donc, c'est pas n'importe quoi.
Je souhaite intégrer une école de commerce convaincu que l'économie et l'écologie vont de pair et que la technologie utilisée à bon escient permettra de réconcilier les deux. Il ne peut y avoir d'entreprise gagnante dans un monde perdant. En investissant davantage dans les entreprises responsables, nous pouvons construire un monde meilleur. En tant que citoyen du monde, j'ai un rôle à jouer dans la préservation de la planète. En fait, il y a une chose qui est intéressante avec ce paragraphe, et il y a un problème. La chose qui est intéressante, c'est qu'on voit vraiment c'est quoi ses valeurs. Ok. Par contre, la lettre, elle est très courte. Et au final, il a quand même très peu parlé de lui. Quand il dit «Je souhaite intégrer une école de commerce, convaincu que l'économie et l'écologie vont de pair, ok, et que la technologie utilisée à bon escient permettra de réconcilier les deux. Il ne peut pas y avoir d'entreprise gagnante dans un monde perdant.» Ça, c'est une phrase qui est assez généraliste, que un peu n'importe qui peut dire. Et donc, du coup, je pense que ça en dit pas assez sur lui. Ok. Il a utilisé trop de phrases, trop de mots pour dire qu'il est intéressé par le développement durable, alors qu'il a dit dans sa phrase d'introduction. Donc je pense qu'ici, il aurait pu beaucoup plus parler des écoles et expliquer que euh, c'est, comment dire, enfin, il parlait plutôt des programmes qui auraient pu l'intéresser. Ok. Les écoles du concours Sésame que j'ai sélectionnées répondent à mes critères d'exigence en matière de formation, d'ouverture internationale ou encore d'employabilité et s'inscrivent dans une démarche responsable et durable. Ça, c'est très bien parce qu'on voit que les écoles, elles matchent avec ces valeurs et qu'en plus, bah, ce qui l'intéresse, c'est la formation, l'ouverture et l'employabilité. La rencontre de vos étudiants et professeurs au JPO lors des salons et journées d'immersion ont renforcé ma forte motivation à rejoindre un programme sélectif et à m'investir pleinement dans les échanges internationaux et à intégrer la vie associative. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça montre en fait que son choix, il est vraiment réfléchi. Je suis sérieux, volontaire et sociable. Je sais créer de la cohésion dans un groupe. D'accord. Sportif, je joue en équipe et j'accorde la réussite collective. J'aurais préféré qu'ils me disent c'est quoi le sport qu'ils pratiquent. Ça aurait été un peu plus clair pour ça m'aurait dit un peu, ça m'en aurait dit un peu plus sur lui, en fait. Ok, ça aurait été plus précis. M'accueillir au sein de votre école, c'est faire le choix d'un étudiant ESG, engagé, sérieux et génial. Ça, c'est super, enfin, c'est risqué, hein. Moi, je sais que quand je suis jury, je vois ça, ça me fait rire. Je me dis, au moins, c'est lui qui l'a fait, c'est pas sa mère qui l'a écrit, la lettre de motivation, et c'est encore moins de ChatGPT. Donc, moi, ça me dérange pas. Quelqu'un qui est un peu plus sérieux, un peu plus, comment dire, vieux jeu, il va se dire, non, mais en fait, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout professionnel. Ok? Moi, je trouve ça mignon. Espérons que ma candidature retienne votre attention, bien à vous. Donc, en fait, le problème de cette lettre de motivation, c'est que je trouve que l'étudiant, il parle pas assez de lui et qu'en fait, il a trop de phrases générales qui vont pas être assez impactantes et assez précises. J'aurais préféré qu'il me détaille pourquoi l'international, c'est important pour lui. Qu'il me dise, c'est quoi, plutôt, qu'il me parle peut-être d'un secteur d'activité qui l'intéresse. Qu'il me dise, c'est quoi le sport qu'il pratique. Euh, qu'il me dise dans quel type d'association il aurait aimé s'investir. Vous voyez? Donc, il y a pas mal de choses, en fait, qu'il aurait pu améliorer, alors que sa lettre, elle n'est pas mauvaise en soi. Ensuite, il y a aussi une chose importante, c'est que beaucoup d'étudiants ne savent pas en terminale encore dans quoi ils vont se spécialiser. Et c'est complètement normal. Et je vous dis, faut quand même, donc je le dis dans la slide d'avant, je vous dis, il faut parler de votre projet, présenter votre projet professionnel. Voilà ce que je dis. Pourquoi il faut le faire? Parce que même si on sait pertinemment que c'est probablement pas ça que vous ferez plus tard, le fait de présenter un projet professionnel, ça montre que vous êtes vraiment posé la question de pourquoi vous souhaitez faire une école de commerce. Entre deux étudiants, un qui dit, je souhaite faire une école de commerce parce que plus tard, je souhaiterais travailler dans le milieu de la finance. Cet intérêt me vient de mes parents. Mon père travaille dans le monde de la finance. Depuis que j'ai 14 ans, je m'intéresse au marché financier. Je suis des chaînes YouTube qui me permettent de creuser ça. Et j'ai créé mon portefeuille virtuel sur telle plateforme avec lesquelles je suis les cours, des indices, etc. Une personne, elle parle de ça et elle dit du coup qu'elle veut travailler là-dedans plus tard. Versus une autre personne qui arrive et qui dit je suis hyper motivé pour faire une école de commerce parce que vous proposez un programme qui est général, qui nous permet de nous spécialiser en quatrième année et, euh, qui nous permet d'étudier à l'étranger. En fait, la deuxième personne, elle donne beaucoup moins envie que la première. Donc, soyez la première personne. Le fait de vous être posé la question, en fait, le fait de le dire, ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Par contre, si vous dites que vous voulez travailler dans la finance, attendez-vous que pendant l'entretien, on vous pose des questions sur la finance. Donc, il ne faut pas vous inventer un projet qui ressemble à rien. Enfin, qui est pas en adéquation avec ce que vous êtes vraiment, ce que vous aimez vraiment, parce que, en fait, ça sera très dur à défendre dans l'entretien. Le fait aussi de se
de réfléchir à son projet professionnel dès Parcoursup, ça vous aidera à défendre votre projet derrière ensuite à l'oral, plutôt que de l'inventer au moment où vous allez passer les épreuves orales. OK? Donc c'est hyper important de se poser les questions en amont. Comme ça, bah, vous savez ce que vous devez faire ensuite, ce que vous devez suivre bah, pour pouvoir défendre votre dossier plus tard. Et donc, au-delà de ça, l'exercice intellectuel, il est vraiment intéressant de se dire pourquoi je veux faire une école, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Et au final, vous aurez tout le loisir de changer euh, de cap ou de faire complètement autre chose dès le début. Mais en fait, ça ne veut pas dire que ça a été inutile de le faire pour autant. En fait. OK? Donc, je vous invite à choisir un projet professionnel et à le défendre parce que ça sera mieux pour vous. Et parce que, en fait, c'est même intéressant de faire l'exercice et de se dire qu'est-ce qui pourrait me plaire en soi. Et vous vous y connaîtrez beaucoup mieux sur les écoles après vous êtes posé la question. Deuxième exemple de l'aide de motivation. Madame, monsieur, actuellement en terminale spécialité maths mathématiques et sciences économiques et sociales au lycée X, je souhaiterais intégrer à la rentrée prochaine votre prestigieuse école de commerce. Alors, il y a un petit problème, c'est que en fait, la lettre, elle s'adresse à toutes les écoles. Donc, il aurait fallu dire une de vos prestigieuses écoles de commerce. OK? Très curieuse de l'actualité et des enjeux contemporains, j'aimerais découvrir de nouvelles matières comme le marketing, le management ou la gestion. C'est bien de montrer que vous êtes intéressé aux matières que vous allez voir quand vous serez en école. OK? Vos enseignements de qualité et votre encadrement pédagogique me conviendront parfaitement. Bah, en fait, elle ne sait pas dans quelle école elle va être. Donc, je trouve que ça sert un peu à rien de dire ça. OK? Euh, donc, moi, je trouve cette phrase, je l'aime pas trop. J'ai le projet de m'orienter vers le marketing digital dans l'univers du luxe, secteur passionnant que j'ai découvert lors d'un stage. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment intéressant, pardon, mais elle aurait dû dire d'un stage et dire où le stage, en fait. Ça suffit pas, en fait, de dire lors d'un stage. Lors d'un stage chez euh, LVMH. J'en sais rien, je dis au hasard. Élève sérieuse, volontaire et ambitieuse, je m'adapte très facilement à mon environnement et je suis prête à m'investir avec assiduité dans cette formation d'excellence. Déjà, on ne sait pas c'est quoi la formation, donc dans une de vos formations d'excellence, pourquoi pas. Et élève sérieuse, volontaire, ambitieuse, donne-moi un exemple qui montre que tu es sérieuse, volontaire et ambitieuse. Ok? Je souhaite évoluer vers une carrière à l'international car j'ai la chance d'être trilingue. Bon, peut-être elle commence à en parler en fait à cet endroit-là. J'ai peut-être été un peu dur. C'est excellent qu'elle précise qu'elle soit trilingue. Elle aurait même pu préciser les langues ici. Je sais que vous offrez de belles opportunités de partir réaliser des stages à l'étranger ou étudier en partenariat avec des universités renommées. Je sais que vous offrez, je pense qu'elle aurait pu dire juste, vos écoles offrent de belles opportunités de partir réaliser un stage à l'étranger et étudier chez des partenaires internationaux. La vie associative de vos écoles, de votre école, donc il y a toujours problème, est riche et variée, très, très bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un exemple derrière. Je souhaite y participer activement, notamment dans le domaine de la mode qui me passionne. J'aimerais beaucoup organiser un défilé au sein de l'école. Là, on voit ce que l'étudiante peut apporter à l'école et c'est très en adéquation avec son projet pro. J'espère vivement faire partie de votre promotion l'an prochain en espérant que ma candidature retiendra toute votre attention. Veuillez croire, madame, monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. Je trouve ça un peu long comme phrase de conclusion parce qu'il y en a deux, hein, mais voilà, dans l'idée. Il y a quelques petites choses à retoucher, mais en tout cas, le projet est assez bien détaillé. La partie trilingue est vraiment cool et montre que le côté international est important pour elle, et ça, on le comprend très bien. Et elle explique vraiment ce qui va l'intéresser dans la vie associative. OK? Et troisième exemple de lettre, élève de terminale au lycée X, section euro-anglais, option maths et SVT. Mes amis et mes proches disent de moi que je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Alors déjà, il faut être plus assertif. C'est pas mes amis qui savent comment je suis. Vous pouvez dire je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. OK? Je suis à la fois rationnel, organisé et créatif. J'aime concevoir et réaliser et suis passionné par la mode. OK, pas de majuscule, je pense à la mode, mais très bien. En tout cas, on voit à la fois sa personnalité et ça nous montre que son projet, il est quand même en lien avec ses qualités. Donc ça me va. J'ai vécu 7 ans en Asie, et je ne sais pas c'était combien d'années, et j'ai voyagé dans plus d'une quinzaine de pays sur tous les continents. Ces expériences internationales et découvertes m'ont ouvert aux cultures, aux langues et aux autres. Elles sont pour moi une source d'inspiration dans mes activités notamment créatives, le travail en groupe et mes relations aux autres. Donc ça, pour le coup, c'est très intéressant de dire que, bon, il y a juste une répétition, donc d'un point de vue style, on a pu l'améliorer, hein, on a pu améliorer ses phrases, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que, en fait, son côté très ouvert au monde, ça se retranscrit dans sa manière de travailler et dans ses activités artistiques, et donc, et même ça, ça va avec ce qu'elle a dit avant, quand elle disait qu'elle était créative, etc., et qu'elle aimait concevoir et réaliser des projets. OK? Donc ça, c'est cool. Mon projet s'appuie sur ma personnalité, mes goûts et mes expériences.
Intégrer, donc là, deux points, il n'y a pas de majuscule, intégrer une école de commerce avec une réelle et forte ouverture internationale et des options marketing variées. Aujourd'hui bilingue en anglais, mon objectif est de travailler à l'international dans le domaine business marketing dans le secteur de la mode ou du luxe. C'est parfait, non? C'est très bien ça. C'est vraiment détaillé et on voit que le projet professionnel, il est hyper en adéquation avec la personnalité de l'étudiante. Après m'être conscieusement documenté et avoir échangé avec élèves et enseignants, salon plaquettes, etc., les écoles du concours Access correspondent parfaitement à mes attentes pour construire et réaliser mon projet. Et là, elle met même des exemples. English Track, stage, échange, double diplôme à l'étranger, etc. Parfait. Après ou en parallèle de l'école, je souhaiterais suivre les enseignements d'un master spécialisé en Fashion and Luxury Good Management. Je pense que c'est un peu trop loin, un peu trop tôt pour parler de ça. Ok? Je pense qu'elle aurait pu encore parler un petit peu des écoles, un peu plus, ou parler un peu plus d'elle-même. Salutation respectueuse, elle finit tranquillement, très bien. Ok? Donc je pense que c'était un peu prématuré. Du coup, pour vos lettres de motivation, je vous recommande vraiment de suivre le plan que je vous ai indiqué et de rédiger vos lettres. Et là, il faut m'écouter attentivement. Ce que je vous invite à faire, c'est à rédiger votre lettre de motivation. Et une fois que vous avez une version qui fait moins de 1500 caractères, si elle fait plus, ça ne sert à rien. Une fois que vous avez une version de moins de 1500 caractères, avec laquelle vous êtes, de laquelle vous êtes vraiment satisfaite, je vous invite à me l'envoyer. Donc, c'est votre version finale que vous m'envoyez. Vous ne m'envoyez pas votre premier jet. Vous m'envoyez votre version finale. Et moi, ensuite, je ferai des retours dessus. Tous les documents que vous m'envoyez, je vais vous me les envoyer au format Word, au DocX. Comme ça, moi, je pourrai mettre des commentaires dessus. Les commentaires, vous ne les verrez pas sur votre téléphone, mais vous les verrez sur ordinateur. Et donc, si tout est bien, je vous le dis. S'il y a des petits détails à améliorer, je vous le dis. S'il y a beaucoup de choses à changer, je vous le dirai aussi. OK? Envoyez-moi des bonnes versions. Si c'est des versions qui sont trop longues, si c'est des versions qui sont pas peaufinées, ne me les envoyez pas, je ne les lis pas. Enfin, il y a 250 étudiants dans la prépa, tout concours confondu. J'ai beaucoup de lettres à revoir et à relire. Donc, on fait ça de manière efficace. Une fois que vous m'avez envoyé votre lettre, si vous n'avez pas une réponse dans la semaine avec des retours, des feedbacks dans la semaine, vous me relancez. Ça veut dire que, en fait, je vais recevoir 10, 15, 20 lettres dans la journée. Je peux en oublier une. Je suis un humain. Et c'est moi qui le fais vraiment. C'est pas ChatGPT qui va le faire. C'est pas un stagiaire. C'est pas un prof. C'est moi. Donc, laissez-moi du temps pour répondre parce que parfois, en fait, j'ai juste pas de temps dans ma journée. Et parfois, en fait, je vais prendre 2 heures, 3 heures pour corriger l'aide de tout le monde. Donc, je vais vraiment faire attention à vous. Mais soyez indulgents avec le fait que bah, je puisse avoir un loupé sur une lettre de motivation. M'envoyez pas des lettres PDF. Encore une fois, des docx. Sinon, si c'est un PDF, je vous renverrai juste un message pour vous dire envoie au format Word. Euh, Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? ChatGPT, très important. Ne faites pas votre lettre 100% avec ChatGPT. Déjà, un, ça se voit. Et moi, ça m'énerve quand on m'envoie un truc qui est impersonnel comme ça, avec ChatGPT. Je trouve que ça se voit. 9 fois sur 10, ça se voit. Si ça se voit pas, bah, ça passera, on s'en fout. Mais ça sera, en fait, ce qu'on attend de vous, c'est que ça soit vraiment quelque chose de personnel. Et si vous le faites avec ChatGPT et que ChatGPT vous dit des conneries, quand vous arriverez aux euros, en fait, vous allez vous faire piéger bêtement. Donc, il faut vraiment que ça vienne réellement de vous. À quoi peut vous servir ChatGPT? ChatGPT, c'est utile quand même. C'est utile pour deux choses pour moi. La première chose, c'est qu'une fois que vous avez rédigé votre lettre et vous êtes content de la forme de votre lettre, pouvez demander à ChatGPT comment il pourrait améliorer l'efficacité de votre lettre, ou alors est-ce qu'on peut améliorer le style de votre lettre? Et ChatGPT va vous dire, attention, là, tu as fait une répétition, attention, là, il y a des fautes d'orthographe, etc. Et il va vous dire aussi, et ça, enfin voilà, donc ça va corriger vos fautes d'orthographe, et ça va aussi vous aider à améliorer le style en vous faisant des propositions, et parfois, il y a des propositions qui seront vraiment très bonnes, et vous pouvez les reprendre. OK? Mais il faut lui donner une base qui est déjà rédigée, sinon il ne comprendra rien. La deuxième chose, c'est que parfois, il y a des phrases, vous allez avoir du mal à les formuler. OK? Ou alors vous avez une idée, mais c'est trop long et ça tient sur trois phrases et vous allez devoir, vous allez avoir besoin de comprimer ça ou parfois vous avez besoin de trouver un synonyme ou quoi. Là, vous pouvez demander à ChatGPT, vous pouvez lui montrer votre lettre, vous pouvez lui dire, est-ce que tu peux me trouver, voilà, je réutilise plusieurs fois cette expression, est-ce que tu peux me proposer des synonymes? Ou alors, est-ce que cette partie-là, tu peux la rendre plus impactante et plus courte? Et et ChatGPT va faire des propositions. Et vous pouvez reprendre des éléments ou ne pas les reprendre. Mais c'est ça la bonne manière d'utiliser ChatGPT. Ça ne doit pas faire la lettre à votre place, ça va être un outil de relecture ou euh, comment dire, qui vous permettra d'améliorer le style un petit peu. OK? Et si vous faites comme ça, vous allez faire une belle lettre de motivation. Mais ne demandez surtout pas à ChatGPT de vous demander des idées de comment vous devez la faire, la lettre. Parce que ça va être nul. ChatGPT, ça dit aussi des tonnes de conneries. Donc,
Ça va vous dire des conneries sur les écoles. Tout ce que ChatGPT vous dit sur les écoles, vous devez le vérifier parce qu'il n'y a que des bêtises. Voilà, je vous le dis sincèrement. Et je sais vraiment de quoi je parle. Et je vois que ça peut être une maladie hein, pour certaines personnes, pas que des étudiants, même des gens beaucoup plus vieux, qui arrêtent de réfléchir et font confiance comme si c'était Dieu. Mais c'est pas Dieu. Voilà. Fin sur ChatGPT. Du coup, les écoles des concours Access et Sésame. Du coup, si on fait un point sur les écoles, bah, va falloir que vous fassiez vos vœux. Et voici les écoles que je vous recommande. Déjà, les deux stars, c'est l'ESSEC, le bibier de l'ESSEC, qui va être réservé quand même aux étudiants qui ont des vrais bons dossiers. Mais en fait, mettez-le dans vos vœux quoi qu'il arrive, si l'école vous intéresse. Même si vous pensez avoir aucune chance, on ne sait jamais. L'année dernière, j'ai des étudiants à qui j'ai dit ça va être compliqué au vu de ton dossier d'avoir de l'ESSEC, voire difficilement possible. Sauf qu'ils ont eu 17,5 aux épreuves écrites, ou 18 aux épreuves écrites. Et donc, du coup, ils l'ont eu. OK? C'est pas la norme, mais ça peut arriver. Au concours Access, il y a l'ISEC, c'est le meilleur programme grande école en 5 ans que vous puissiez faire. Et c'est vrai que c'est un des très gros programmes. Ensuite, vous avez beaucoup de formations solides. Pour moi, les formations solides, ça va être le bibier de l'EM Lyon, de Neoma et de Schema. Et vous allez avoir le programme grande école de l'EM Normandie. Donc, je pourrais peut-être rajouter, modifier les slides. Attends, est-ce que je le fais en direct? On va le faire en direct. Comme ça. Ah non, ça, je l'ai déjà mis. Comme ça, en fait, euh, hop, vous ne vous trompez pas dans les programmes. OK? Ou Bibillet ou Théma aussi, ça marche, hein. OK? On reprend. Au concours Access, vous avez l'ESCA qui est solide. Et hors concours, il y a le bibier de l'EDEC. C'est pas un bibier, le SCP, c'est un bachelor. Excusez-moi. Le bachelor de l'SCP, c'est pas très professionnel ce que je fais, mais bon, au moins vous avez tout qui est bon et il n'y a pas de bug. Vous avez le bachelor de l'ESCP. Le bachelor de l'ESCP, c'est réservé aux étudiants qui sont très bons en anglais et qui sont pas trop mal en maths. Ok? C'est en 3 ans, c'est pas mal. Ça peut vous faire un vœu supplémentaire qui est cool, mais il faut être bon étudiant quand même au lycée, c'est assez sélectif. Ça bosse pas ultra dur, mais ça ouvre des bonnes portes quand même, et vous aurez quand même un enseignement de qualité. Sinon, vous avez l'ESDEM. L'ESDEM, c'est un programme de schéma, et c'est un programme qui, vous faites 3 ans, et à la fin, vous faites des admissions sur titre, vous pouvez rentrer après dans le programme grande école de schéma. C'est pas mal, c'est pas mieux que le billet de schéma, honnêtement, mais voilà, ça peut être un autre programme que vous pouvez rajouter dans vos vœux et qui est hors concours. Ensuite, dans les programmes à considérer, c'est les programmes qui sont d'un niveau un petit peu inférieur. Vous avez Kedge, MLV ou GEM, par exemple. OK? Du coup, voilà, j'en ai fini avec la présentation Parcoursup. Les prochains événements importants, donc vous pouvez le noter, le 10 mars à 19h30. Encore une fois, je peux le rajouter ici. Hop, vous aurez une autre conférence. Et c'est là où on va parler des épreuves orales. Et on va parler aussi de comment vous pouvez pardon, comment vous pouvez, enfin, je vais vous donner plein de conseils pour les épreuves, ok? Pour ne pas être stressé, la routine que vous devez avoir le jour des épreuves, ce que vous pouvez faire pour maximiser votre nombre de points, ce que vous devez surtout pas faire, etc. Donc tout ça, ça va vous être envoyé. De toute façon, pour la réunion du 10 mars, vous aurez des rappels fréquemment qui vont vous être envoyés. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et bah, je vais y répondre tout de suite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on prend le temps, vous avez toutes les mêmes questions en général. Posez même les questions qui sont perso pour vous, ça donnera des réponses aux autres, vous inquiétez pas. Ok? Donc vous pouvez écrire directement dans le chat vos questions. Bah, soyez pas timide. Que pensez-vous du bachelor de l'ESCA? Le bachelor de l'ESCA, le bachelor de l'IESEG, je les ai pas mis dans les vœux intéressants parce que je trouve que c'est pas intéressant. C'est un peu tout le monde est pris. Alors, je ne veux pas dénigrer complètement la formation, mais ça n'a rien à voir avec le PGE. Donc, moi, je pense que c'est pas une école, c'est pas vous ne devez pas le viser. Au moins, c'est précis. C'est direct, disons. Et vous, avez-vous des conseils pour Dauphine? Ah, ça, c'est la Sorbonne. En fait, pour Dauphine, ah, ça, c'est la Sorbonne, vous pouvez faire une belle lettre de motivation, mais à la fin, vous n'avez aucune garantie d'être pris. Si vous êtes parisien, vous avez plus de chances pour Assas à la Sorbonne à minima. Et sinon, après, sur la sélection, en fait, il n'y a rien que vous puissiez faire réellement à part avoir des bonnes notes et faire une belle lettre de motivation.
Ninon demande pour les bachelors d'Audencia et TBS, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les bachelors d'Audencia et TBS sont d'un meilleur niveau. Moi, je préfère le bachelor d'Audencia à celui de TBS. Ça reste pas des programmes stars, mais ça peut être des vœux, dans ce que j'ai mis, les programmes à considérer. Vous pouvez mettre le bachelor d'Audencia. Lola demande, est-ce que ça vaut le coup de tenter d'être grand admissible au concours Access avec 17,30 de moyenne? Oui. Franchement, tu peux le mettre dans tes vœux, tu seras peut-être grand admissible. Surtout si tu fais une option, si tu as fait des maths au lycée. Si tu fais pas des maths, ça risque d'être plus compliqué, mais avec ta moyenne, ça pourrait quand même peut-être passer, on ne sait jamais. Quelles sont les meilleures formations du concours Sésame pour les écoles de la région parisienne? Pour les écoles de la région parisienne, tu vas avoir l'ESSEC, tu vas avoir un Neoma, tu vas avoir, je crois, Schema, ils ont un campus à Paris, et tu vas avoir le M Normandie. Zoé a une très bonne question, et ça, on en aurait parlé un peu plus tard. Est-ce qu'il vaut mieux passer les concours sur PC ou sur Mac? C'est recommandé de passer les concours sur PC, mais en réalité, ça marche bien sur Mac. Si vous passez les concours sur Mac ou même sur PC, je vous invite par contre à télécharger Chrome, Google Chrome, parce que ça bug moins avec Google Chrome qu'avec d'autres navigateurs. Si vous faites ça avec Safari, vous allez vous foirer, ça va être horrible. OK? Donc, téléchargez Google Chrome. Il faut que je vous le redise absolument à la prochaine conférence. Alors, par rapport au concours Access, comment est constitué le brouillon? On doit faire des schémas sur ordinateur, les calculs sur ordinateur, et est-ce qu'il y a des compteurs de mots pour la note de synthèse? Ok, alors, par rapport au concours Access, vous aurez le droit à 10 feuilles de brouillon pour tout le concours, feuilles de brouillon papier. Donc, vous pourrez faire votre brouillon normalement. La calculatrice, par contre, elle sera directement sur l'ordinateur, elle n'est pas très facile à utiliser, mais vous n'aurez pas des calculs très poussés à faire normalement. Mais c'est un peu relou. Ok? Mais vous pouvez faire des calculs type des puissances, type des racines carrées, des plus, des moins, des fois, etc., des logarithmes, des exponentielles, mais vous ne pouvez pas tracer une fonction. OK? Pour la synthèse, il y a un compteur de mots maintenant. Clara demande, que vous pensez-vous de l'ESDES? L'ESDES, c'est une petite école régionale et en réalité, elle n'est pas spécialement bonne, l'ESDES, comme école. Mais donc, du coup, enfin, je veux dire, si tu habites dans la région lyonnaise, en fait, tu peux être intéressé par l'ESDES, mais tu peux certainement avoir mieux. Si tu as l'ESCA, par exemple, à Lyon, c'est mieux. Alors, Nathan demande, du coup, le tiers-temps, on doit le dire sur Parcoursup, ça sera bon pour les deux épreuves. Non, ce que je disais, c'est qu'il faut le lire sur Parcoursup et envoyer un message à Madame Lalande pour Access. Et pour Sésame, il faut le déclarer aussi sur votre espace en ligne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Que pensez-vous de l'ISG? Je pense que c'est moyen, l'ISG, très moyen. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont meilleures. C'est pas ce qu'il y a de pire, hein, l'ISG, mais je pense que vous pouvez avoir mieux avec les concours. Honorine demande, c'est un vœu les grandes admissions, je comprends pas, ça n'est pas clair ta question. Tu as un vœu Sésame, un vœu Access. Et si tu es grand admissible, en fait, t'as rien à faire, tu le sauras par bonheur, on t'enverra juste un mail 2 jours avant le concours pour dire félicitations, vous êtes grand admissible, rendez-vous aux épreuves orales. Et là, c'est magnifique pour toi. Simon demande, que pensez-vous de l'ESCA? Moi, je pense que c'est une école qui est très sérieuse, qui a un bon niveau et qui est intéressante. Si vous faites l'ESCA, vous êtes sûr d'avoir des bons débouchés derrière. Et je trouve que c'est pas un choix risqué de faire l'ESCA. Et après l'ESCA, vous pouvez faire plein de choses. Pour vous donner des exemples, donc j'ai des exemples d'étudiants qui ont fait des choses super. J'ai même des exemples de personnes un peu plus vieilles. J'ai ma belle-sœur qui est passée par l'ESCA. Et aujourd'hui, elle a une très belle carrière. Elle a 30 ans, hein. Elle a une très belle carrière, 29 ans, 30 ans. Euh, Elle va avoir 30 ans cette année. Non, elle vient d'avoir 29 ans, la pauvre. Elle a 29 ans. Et franchement, elle fait un super boulot. Elle a une très bonne carrière. J'ai des amis aussi qui sont passés par l'ESCA, qui sont très bons. Donc, en fait, vous pouvez faire pas mal de choses après l'ESCA. Et donc, j'en pense quand même pas mal de bien. Il y a de tout à l'ESCA. Il y a des étudiants qui vont percer et d'autres moins. Mais si tu as la tête bien faite à l'ESCA, tu peux vraiment faire des belles choses. Salomé demande quelles sont les bonnes écoles de Sésame. Bah, celles que tu vois sur la slide que je viens de te partager là, en fait, hein. Donc, ESSEC, Lyon, Néomas, Kéma, Normandie, et un peu derrière, Kedge, MLVGM, mais c'est derrière pour moi. Ok. Ok, Clément demande pour Access, c'est quoi le barème si on a des réponses fausses, si on ne répond pas ou si on a des bonnes réponses. Donc ça, c'est vraiment un point que je voulais aborder lors de la prochaine conférence, mais je peux répondre dès maintenant parce que tu poses la question. En gros, au concours Access, quand tu réponds, tu pars avec 20 sur 20. Quand tu réponds juste, tu as 0. Quand tu réponds pas, tu as moins 0,5. Quand tu réponds faux, tu as moins 1. Et si tu as bon à 4 questions d'affilée, tu as plus 1,25. Donc à A, B, C, D pour la même question. Tu as plus 1,25. Donc, un bonus. Ce qui veut dire que tu n'as pas intérêt à répondre au hasard, sauf dans certains cas.
Et ça, vraiment, on parlera stratégie un petit peu plus tard. Mais à la fin, même si tu as des réponses fausses, tu peux avoir 20. Parce que, par exemple, ceux qui vont avoir 20 sur 20, ça va être les 5% qui ont été les meilleurs. Ceux qui vont avoir 19 sur 20, ça va être ceux qui sont entre 5 et 10%, etc. OK? Donc c'est comme ça que ça va être calculé ta note à la fin. Donc tu peux avoir plusieurs erreurs et avoir 20 sur 20. On me demande, pas compris le principe de oui mais pour les réponses au choix. Il faut en libérer d'autres du coup? En fait, imaginons tu es pris dans 5 écoles et tu es sur liste d'attente dans 5 écoles. Tu vas mettre oui mais à l'école que tu préfères parmi celles à laquelle tu as été prise. Et bah, le fait de mettre oui mais, ça va libérer ta place dans les 4 autres écoles et donc ça va permettre aux gens qui sont sur la liste d'attente des 4 autres écoles bah, de remonter dans leur liste d'attente. Les écoles sur lesquelles tu es en attente, tu restes en attente dessus. Et en fait, tu vas remonter doucement dans les classements. Au bout d'un moment, tu vas peut-être être admis dans une de ces écoles-là qui est un meilleur choix pour toi. Et bah peut-être que au lieu de, tu vas changer ton oui mais, tu vas dire, je veux plus aller dans cette école, dans l'école que j'avais au début, je vais aller dans l'école dans laquelle ma place est libérée. Et tu vas remettre un oui mais sur l'école dans laquelle dans l'école qui vient de se libérer. Et donc du coup, ça va arrêter, ça va libérer la place dans l'école où tu avais mis ton premier oui mais, et ça va garder tes vœux encore sur lesquels tu es en liste d'attente. 2 jours après, tu n'es plus en liste d'attente dans l'école que tu préfères. Tu mets un oui définitif à cette école-là et ça arrête tout. Ça arrête ta place sur les listes d'attente, ça arrête ta place dans les endroits où tu as été accepté et ça s'arrête pour Parcoursup. Quel est le meilleur choix entre Bibi Schema et EDEC? Moi, je trouve que c'est plutôt Bibi et EDEC, même si les classements récents disent un peu le contraire. Moi, je pense qu'il faudra choisir Bibi et EDEC plutôt que Bibi et Schema, même si le Bibi de Schema est d'un très bon niveau. Quel est mon avis sur Bibi et EDEC et les possibilités derrière? Je pense que c'est un très très bon BBA, c'est un programme très sérieux, j'ai eu des super retours dessus et à mon avis, il faut le mettre dans ses vœux si on est intéressé par les BBA. C'est le deuxième meilleur BBA avec le M Lyon, je pense. Et il y a Schema qui est pas loin derrière et Neoma aussi qui est pas loin. Les programmes à considérer, oui, c'est si le niveau est moyen. En fait, si vous êtes un étudiant plutôt bon, en fait, vous irez que dans les stars ou les formations solides. Ok? C'est pour des étudiants qui sont en difficulté au lycée que les programmes à considérer, ça serait une possibilité. Parce qu'en fait, avec la préparation au concours, vous allez forcément avoir des meilleures notes que les autres au concours. Et donc, du coup, si votre dossier n'est pas très bon, eh ben, peut-être que vous allez vous arrêter sur une de ces écoles-là. Ok? Ou alors, vous avez aussi, vous pouvez avoir des bonnes raisons, par exemple, d'aller à l'EMLV. Une bonne raison, ça peut être que vous êtes un sportif de haut niveau et ils ont des emplois du temps aménagés pour les sportifs de haut niveau. Je suis désolé, je viens de me rendre compte, je me tiens trop mal sur ma chaise. Je sais pas si vous voyez ma tête, mais c'était pas fou. J'étais en train de m'avachir là, au fil de la conférence. Les étudiants Bac+1 en réorientation ont-ils les mêmes chances? Oui, Bénédicte, il n'y a pas de problème. Peut-on avoir un oui mais sur un IAE, par exemple, et un oui mais pour Access aussi? Non. Si tu mets un oui mais, c'est sur ton programme préféré, c'est pas sur l'un ou l'autre. Donc il faut que tu fasses un choix au moment où tu vas mettre ton oui mais. Soit tu le mets sur l'IAE, soit tu le mets sur Access. Sur ton école, pas sur ton école d'Access, hein. Donc, pas sur Access en entier. À quel point le dossier doit être bon pour le BBA de l'EDEC? En fait, c'est assez compliqué à dire parce que avant, en fait, tous ceux qui postulaient à l'EDEC, ils étaient admissibles aux oraux. Et en fait, si tu avais 20 aux oraux, bah, tu peux remonter un dossier très moyen. Aujourd'hui, tout le monde n'est plus admissible aux oraux. Donc, c'est depuis cette année, hein. Donc, il y en a qui ne vont pas aux oraux. Mais en fait, je pense qu'avec un dossier moyen, tu peux aller à l'EDEC si tu es excellent à l'oral. Mais sinon, globalement, c'est des étudiants qui sont plutôt bons. Mais on a des étudiants qui sont à 13-14 de moyenne qui ne vont pas être pris. Et on a un étudiant à 12 qui peut être pris parce qu'en fait, il a tout déchiré aux oraux. Et ce qui est intéressant, c'est que la préparation aux oraux pour les decks, c'est la même que pour Sésame ou Access. Donc, du coup, c'est zéro travail en plus pour vous. À quel point le dossier doit être bon pour le BBA de l'EM Lyon? Il faut être, je pense, au-dessus, pardon, des 12-12,5 de moyenne pour avoir une bonne chance d'aller à l'EM Lyon. Et après, c'est à nous de faire le travail pour que tu sois admis. En fait, la note de dossier, elle est importante, mais sauf qu'on peut vraiment rattraper avec le concours. Comment va se dérouler la préparation aux oraux? Là, pour le coup, Nour, c'est un peu long à expliquer. Et donc, plutôt que je te l'explique un peu rapidement, un peu mal, enfin, je vais vraiment rentrer en détail au mois de mars. Mais en gros, tu auras des cours individuels avec un coach qui était juré d'admission en école ou en prépa, qui aura une méthodologie qui va appliquer avec toi. Et en fait, tu pourras te préparer soit en 3 séances, soit en 5 séances. Et on vous expliquera tout à ce moment-là. Mais c'est en avril qu'on a fait la préparation aux oraux, c'est pas maintenant. Donc, tu t'inscriras en mars à la préparation aux oraux pour pouvoir la commencer en avril. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas tout de suite maintenant que ça se passe. C'est quoi le meilleur choix entre une licence de Dauphine ou autre et une école de commerce comme l'IESEG?
En fait, on ne peut pas dire une licence de Dauphine ou autre. La licence de Dauphine, c'est la meilleure licence de France. Donc, c'est pas ou autre. Autre, c'est moins bien. Dauphine, pour moi, c'est le meilleur programme qu'on puisse faire en post-bac de France. C'est mieux que l'IESEC pour moi. C'est plus sélectif, c'est beaucoup plus sélectif. C'est très dur d'y rentrer. Mais entre la Sorbonne et l'IESEC, par exemple, c'est pas évident à dire parce que, en fait, si t'es très bon à la Sorbonne, tu peux aller plus haut qu'à l'IESEG. Mais en moyenne, les gens, ils n'ont pas des meilleures carrières qu'à l'IESEG. Donc, ça dépend de ton niveau, en fait. Et ça dépend aussi de à quel point tu vas travailler, en fait, quand tu seras à la fac. Donc, il y a des gens pour qui ça correspond très bien, à qui ça correspond très bien et d'autres moins. Mais c'est dans tous les cas des bonnes formations. Mais il y a un beaucoup plus gros niveau de personnes qui décrochent de la Sorbonne que l'IESEC, par exemple. Tu vois. Et en fait, quand tu peux aller à la Sorbonne et faire une carrière exceptionnelle, hein. Voilà. Mais Dauphine, c'est déjà la crème de... Enfin, la crème de la crème, j'exagère, parce que voilà. Mais c'est déjà... tu vas être qu'avec des très bons étudiants si tu fais Dauphine. Et moi, j'ai enseigné à Dauphine, et je peux te dire que le niveau des étudiants il était vraiment très très bon, très très fort. Et les autres étudiants que aussi enseigné à des étudiants étrangers qui venaient faire un double diplôme avec Dauphine, par exemple, qui venaient étudier un an à Dauphine. Et en fait, tu avais des gens de la Bocconi, tu avais des gens des meilleures universités du monde. Enfin, j'exagère à peine, mais c'est pas Harvard non plus, mais tu avais des gens de très très bonnes universités et le niveau, il était vraiment bon. Quel est le niveau d'exigence pour intégrer le M Normandie? Si tu travailles bien pendant ta préparation, tu devrais pouvoir intégrer le M Normandie. C'est ça l'exigence. En fait, la préparation que tu fais, elle est hyper complète, elle est beaucoup plus, comment dire, développée que ce que font les autres. Et donc, mécaniquement, tu vas avoir des chances de réussite qui vont être 1000 fois plus élevées. Et donc, normalement, ça doit être un objectif tout à fait atteignable d'atteindre de travail, d'avoir le M Normandie. Plus tu travailles et plus tu vas t'assurer de le faire, de l'avoir. Donc, si tu as un dossier qui est moyen, mais que tu es vraiment performante euh, sur les concours, ça devrait passer. Le dossier n'est pas assez important pour te plomber. Ok. Est-ce qu'on peut accéder en master à la Bocconi après le BBA ou des formations solides? Oui, tu peux. Tu fais le BBA de l'ESSEC, tu peux très bien finir à la Bocconi derrière. En fait, les BBA, ils peuvent t'ouvrir. Si t'es bon dans ton BBA, ça t'ouvre des opportunités de ouf pendant tes années en BBA. Et ensuite, du coup, bah, tu as un dossier à fournir qui est vraiment excellent. Est-ce que entre les différents campus des écoles, il y a des différences de niveau? En tout cas, tu auras le même diplôme quel que soit le campus. Après, par exemple, à l'EM Normandie, les campus à Oxford, à Dublin, etc., qui sont très demandés. Et donc, le niveau est un peu plus élevé qu'en France, mais au fond, tu auras le même diplôme quel que soit le campus que tu intègres. Est-il possible d'intégrer un PGE après un BBA type Lyon ou GEM? Oui, c'est possible. Pour le BBA de l'EDEC, il faut s'inscrire à un concours directement avec l'école. Il n'y a pas de concours pour le BBA de l'EDEC. Il faut vous inscrire juste sur Parcoursup à BBA EDEC. Pour BB et l'ESSEC, il faut avoir fait SPMAT en première et terminale. C'est pas obligatoire. Ils aiment bien les SPMAT, mais c'est pas obligatoire du tout. Salomé, on comprend pas ce que tu viens de dire. Lambert demande c'est quoi un programme? Je comprends pas, c'est quoi la question? C'est quoi un programme? Programme, ça peut être. Je comprends pas la question, Lambert, je suis désolé. C'est-à-dire, c'est quoi un programme?
C'est quoi un bibier, pas un PGE? C'est-à-dire quoi? Est-ce que les SDEM c'est bien? Les SDEM c'est pas mal. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais c'est pas mal. Je suis pas pris spé maths, mais j'ai une option maths en terminale et option maths euro pour, depuis la seconde. Ça se compense. Je pense que ça le fait, Lola, t'inquiète pas. Si t'es bon étudiant, ça le fait. Ça va pas être bloqué. Tu vas pas être bloqué. L'option maths complémentaire, ça suffit normalement. Pour revenir sur l'ESDEM, c'est un bon programme. C'est un programme qui est sérieux. Les STMG sont-ils moins acceptés au niveau du dossier? En fait, pour les STMG, il y a certaines écoles qui ont des quotas pour les STMG. Et donc, du coup, en fait, tu peux avoir un nombre de places limité dans certaines écoles. Mais t'inquiète pas, même en STMG, tu peux avoir des. Si t'es bonne, tu peux avoir des excellentes écoles. Il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce qu'un bon BBA avec master est aussi intéressant en termes de débouchés qu'un PGE? Largement. Est-ce qu'il y a la même renommée en fonction des différents sites de l'ESSEC, Rabat, Cergy, etc.? C'est plus facile de rentrer à l'ESSEC Rabat qu'à l'ESSEC Cergy, mais en fait, tu auras exactement le même diplôme et ce sera la même renommée à la fin. Euh, Ah oui, c'est le PGE, c'est-à-dire programme grande... PGE, ça veut dire programme grande école. PGE, ça veut dire programme grande école. OK? Donc c'est le programme en 5 ans, ça veut dire PGE. C'est un programme en 5 ans. C'est juste qu'il y a aussi le bibillet de l'EM Normandie, je ne voulais pas que vous confondiez. Vous pensez quoi du bibillet de GEM? Je pense que c'est un bibillet qui est intéressant, mais qui n'est pas non plus un bibillet qui est très coté. Voilà, je pense que c'est un bibillet sérieux, mais c'est pas extraordinaire. Et je pense la même chose du bibillet de Kedge. Il n'est pas extraordinaire. Bah donc plus difficile en poursuite d'études, oui, c'est pas l'idéal. En fait, ça dépend ce que vous voulez faire, mais en fait, vous aurez accès à des études plus prestigieuses après avoir fait le bibillet de l'EM Lyon ou de l'EDEC que le bibillet de GEM, c'est sûr et certain, ou du schéma. Vous pouvez poursuivre, mais vous poursuivrez dans quelque chose probablement de moins prestigieux. À part si vous avez fait des choses extraordinaires pour votre bibillet à GEM, ce qui est possible. Ça dépendra aussi de vos stages, en fait. Ça dépendra, etc. Mais vous ferez des moins beaux stages en faisant un bibillet à GEM qu'un bibillet à l'EM Lyon. Vous pensez quoi du bibillet de schéma? Bah, c'est un très bon bibillet Vadim, hein. Ça fait 5 ans qu'il monte. Et en fait, c'est un programme qui est très sérieux. Et je pense j'ai des bons retours des étudiants sur ce bibillet, donc j'en pense beaucoup de bien. C'est fort, le bibillet de schéma. Bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Non, il y en a encore quelques-unes. Salomé demande, le bibillet de l'EDEC est plus dirigé vers la finance. J'aimerais aller vers le management du luxe. Le bibillet de l'EDEC, il est réputé pour la finance, mais tu n'es pas obligé de faire de la finance quand tu fais le bibillet de l'EDEC. Donc ne nous inquiète pas là-dessus. Et donc, si tu veux aller vers le management du luxe, alors je ne connais pas toutes les formations exactement, toutes les spécialisations de toutes les écoles, mais je pense qu'avec le bibillet de l'EDEC, tu ne vas pas avoir de problème. Il faut que tu ailles regarder les masters qui sont accessibles. Mais je pense qu'avec les decks, il n'y a aucun problème. En fait, pour chaque école, là, on a fait des fiches sur les écoles. Pour chaque école, tu peux regarder sur les différentes fiches, c'est quoi les différents masters que tu peux faire. Ou tu peux voir ça juste en allant sur le site des écoles. Est-ce que ça vaut la peine de se taper les deux cours juste pour l'ISAI? Les deux cours? Oui, ça vaut la peine. En fait, il y a beaucoup de places à l'ISEG. Il y a 1200 places, c'est énorme. Et il y a 1100 places à l'ESCA, ce qui est beaucoup aussi. Donc, en fait, pour te dire, dans la prépa, deux tiers des étudiants, ils vont intégrer l'ISEG.
C'est comme si c'est les stats un peu tous les ans, tu vois. L'année dernière, c'était 65% des étudiants qui se préparent à Access qui ont l'ISEG. Donc en fait, tu as 2 chances sur 3 d'y arriver quand même. Le M Lyon, on le propose. Voilà, tu vois. Quel soit le meilleur programme avec une spécialité hôtelière-restauration? J'ai pas envie de dire de bêtises, il faudrait que je creuse. Je ne saurais pas répondre clairement à cette question maintenant. Donc il faut que je regarde. J'ai pas envie de dire de bêtises. On sait combien de personnes demandent ce qui est mal Lille et combien de personnes y vont? Oui, Vadim, on peut savoir, en fait, il suffit que tu ailles sur Parcoursup, tu tapes Schema Lille et tu vas pouvoir, ils vont t'afficher les stats. Ça doit être 40-45% des étudiants, ou 40% ça doit être. Mais dis-toi que dans la prépa, c'est 95, 90, 95%, 90%, 95% qui doivent l'avoir. Que conseillez-vous entre le BBA de l'EM Lyon et le PGE de l'ESCA? Si on parle du BBA de l'EM Lyon, je pense que ça, en fait, quand tu fais un BB à l'EM Lyon, tu as la possibilité de faire des très bons masters derrière et ça peut t'amener à avoir enfin, ça peut t'amener plus loin que l'ESCA, je pense. Mais choisir l'ESCA, c'est aussi choisir un peu la sécurité, parce que quand tu fais l'ESCA, tu sais exactement à quel diplôme tu vas finir à la fin. Donc, c'est à toi de faire la balance, en fait, entre quel programme te correspond le mieux. Mais je pense que le plus haut potentiel il est sur le BB de l'EM Lyon, à condition que tu te débrouilles bien à l'EM Lyon. Voilà. Est-ce que dire qu'on a intéressé par le marketing du luxe, ça fait bateau dans la lettre de motivation, ça peut repousser? Non, Lola, c'est pas bateau. En vrai, si c'est ça qui t'attire et qui t'intéresse, en fait, il y a ça, c'est un secteur énorme en France. Et les écoles de commerce, elles sont en partenariat avec beaucoup avec beaucoup d'entreprises de ce secteur-là, donc il n'y a aucun souci. Ben écoutez, de rien. Est-ce que les écoles regardent le Cambridge? Pas pour le concours Sésame, ils s'en foutent. Ni pour le concours Access. En fait, ils vous font déjà un test d'anglais dans le concours, donc ils s'en foutent de vos résultats au Cambridge ou à tout le reste. Par contre, c'est utile pour le track anglophone de l'EDEC ou pour le SCP, le bachelor de l'ESCP. Eh bien, écoutez, bonne soirée tout le monde. Et ben, préparez-vous bien, continuez de travailler comme ça. Et ça va bien se passer pour tout le monde. Vous m'envoyez vos lettres de motivation quand vous avez la version la plus aboutie. Et ne m'envoyez pas ça de dernière seconde, là, le début avril. Je ne vais pas pouvoir traiter 30 lettres le dernier jour. OK? Donc, essayez de vous y prendre un tout petit peu en avance et ça sera très bien. Au revoir tout le monde. Attends, reste là, je vais te répondre tout de suite. Alors, on va regarder tes dates de stage. Tu es en présentiel la semaine du... euh, Attends, une seconde, je suis pas sur mon truc. Je crois que tu es en présentiel la semaine du 23. On va voir. Présentiel la semaine du 23 février. Pour toi, Nour. Si tu veux changer, tu peux, faut juste me le dire. OK pour toi?
Oui, c'est parfait. Bah, merci beaucoup. Parce Bah, que ouais. parce que je t'avais envoyé un mail hier, mais je pense que tu as pas dû le voir. Parce que... Je l'ai pas vu, ouais, je l'ai oublié. J'ai oublié d'y répondre. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour la réunion et à bientôt du coup. Bah, à bientôt, bisous, bye bye. Bye! Salut.